Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la revue hebdomadaire de Québec Nouvelle. Alors, on est le 27 janvier 2023. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Cette semaine, justement, on va parler un petit peu. Vous avez peut-être vu passer, Pfizer qui est plutôt dans l'embarras. Donc, il y a Projet Veritas qui aurait, dans le fond, démasqué un haut placé de Pfizer en train d'affirmer qu'il faisait muter le virus dans leur laboratoire pour pouvoir vendre plus de vaccins. Donc, on va aller retourner un petit peu sur cette situation-là. En second lieu, on va parler un petit peu de Trudeau contre le Québec. Donc, on a parlé beaucoup de la clause de non-obstant, de cette clause qui nous permet de ne pas se prévaloir de la Constitution dans le cas de législation particulière aux provinces. Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. François Legault et Trudeau, il y a eu des petites prises de bec. Donc, on va aller retourner voir ça un petit peu. Ensuite, on va parler un petit peu des chars léopards qu'on va envoyer en Ukraine. Donc, il y a eu beaucoup de réticence dans les derniers temps de la part des gouvernements occidentaux par rapport à cet envoi de matériel à l'Ukraine. Donc, on va retourner voir un petit peu c'est quoi les raisons de cette frilosité-là. Est-ce que c'est une bonne chose d'envoyer des chars léopards à l'Ukraine? Et ensuite, on va finir avec juste un tout petit clin d'œil, puisque faut bien se flatter une fois de temps en temps, mais une étude est sortie sur l'électrification des transports qui a été relayée par Radio-Canada, qui affirme essentiellement ce que moi je vous dis depuis des mois ici, qui est que notre réseau électrique est comme trop surchargé et que dans les modalités actuelles de la transition énergétique, ça va être difficile pour Hydro-Québec de tenir le rythme en termes de puissance pour alimenter tout le réseau si en plus on rajoute autant de voitures électriques sur le réseau dans les prochaines années. Donc, on va retourner voir tous ces thèmes-là. Donc, pour commencer, Pfizer, comme je vous disais, bon, le petit meme ici, vous voyez, c'est ce monsieur ici. Pour faire une histoire courte, c'est Projet Veritas, Project Veritas aux États-Unis, qui est une organisation de journalistes qui essentiellement reprend un petit peu le concept de To Catch a Predator. Qui est dans le fond de piéger des gens pour démasquer des scandales potentiels, etc. Donc, leur but, c'est d'amadouer des gens et avec une caméra cachée, de les faire parler, donc de les faire révéler des choses qui ne sont pas censés révéler. Et dans ce cas-ci, ils ont pas mal frappé gros là, parce que c'est un haut placé de Twitter. Je vais juste aller voir pour être sûr son titre. Là. On parle ici de Jordan Tristan Walker, directeur de la recherche et du développement des opérations stratégiques, planificateur scientifique de l'ARN de Pfizer. Donc, quand même quelqu'un d'assez haut placé là, qui s'occupe vraiment de la stratégie générale de Pfizer. Donc, et qui, dans ce souper, donc souvent ils font ça, ils le font sous forme de souper amoureux, là, de rendez-vous de date. Et là, pendant ce rendez-vous-là, il se lâche un peu là. Il va jusqu'à on dirait quasiment qu'ils s'en vantent, là, mais il va jusqu'à dire que chez Pfizer, ils font, ils ont évalué l'idée de faire muter le virus eux-mêmes pour après ça nous vendre les vaccins. Donc ils se disaient, déjà, le virus, de toute façon, il mute. Donc pourquoi pas le faire nous-mêmes? Comme ça, on peut contrôler la mutation et on peut déjà avoir des vaccins directement prêts. Donc, vous voyez à quel point, là, c'est le genre de truc que les conspirationnistes, les complotistes disaient dans les derniers mois, et on le sait, les milliards que Pfizer a fait. Et bien là, tu as un haut responsable de même qui s'en vante comme ça à une table. Et ça a créé toute une scène. Là. Le gars était en panique totale après. Là. Il essayait de briser. Je présume qu'il voulait essayer de détruire les preuves. Là. Il a pris le iPad du journaliste. Puis là, il essayait de briser. On va retourner voir les scènes. Mais juste pour tout de suite, on va aller voir justement les différents segments là, où on entend le gars parler. Là. Donc, pour commencer, on va aller voir vite cette vidéo-là. Donc, comme vous voyez, Projet Veritas, vous pouvez aller voir sur YouTube, sur Twitter aussi. Vous devriez le trouver, là, Project Veritas. Donc, on va aller écouter ça. Pfizer ultimately is thinking about mutating COVID? Well, that is not what we say to the public. No, don't tell anyone this. You probably shouldn't tell anyone. You probably shouldn't tell anyone. Okay? We're exploring, now, you know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is, why don't we just mutate it ourselves so we could create undeveloped develop new vaccines, right? So we have to do that. If we're going to do that, though, there's a risk of, as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating viruses. To be, very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't create something that, it goes everywhere.
something crazy. Suspect is the way that the virus started in Wuhan. To be honest, like it makes no sense that this virus popped out of nowhere. Like, Yeah, I know. Meet Jordan Tristan. Donc, vous voyez, c'est intéressant quand même parce que d'autant plus. Juste un moment. Donc, c'est ça, c'est intéressant parce que non seulement il dit que Pfizer eux-mêmes, ils ont évalué l'idée de pourquoi on ne fait pas muter le virus nous-mêmes, mais en plus, il va jusqu'à affirmer une chose aussi que les complotistes disaient depuis longtemps et qu'il y a eu quand même beaucoup de. Disons que les doutes ont monté même dans le mainstream récemment, mais le fait que ce virus-là vient probablement du laboratoire de Wuhan. Donc là, vous avez un haut placé de Pfizer qui le dit lui-même, qui dit, tu sais, voyons donc, c'est sûr que ça vient du laboratoire, ça vient pas de nulle part ce virus-là. Donc il dit pas nécessairement que ça a été développé comme une arme biochimique ou quoi du style, mais il dit c'est clair que ça vient du laboratoire et que c'était probablement dans les mêmes circonstances de gain de fonction. Ils ont fait comme des mutations et toute une espèce d'expérimentation qui a peut-être dégénéré. Donc, je veux dire, là, c'est comme un coup de circuit. Là. Il y a tellement de choses dans cette séquence vidéo-là. Comme je vous dis, est-ce qu'un gros représentant de Pfizer est un complotiste? Je crois qu'il connaît bien son affaire puis qu'on peut quand même lui accorder de la crédibilité là-dessus. Donc c'est ça, comme il dit, et c'est une manière, il va même jusqu'à affirmer, c'est une vache à lait, etc. Donc c'est ça. Maintenant, il dit aussi comment ils envisagent faire ça plus précisément, donc on va aller voir ça. Living animals. So the way that we're thinking about it, don't tell anyone this. You probably shouldn't tell anyone. You probably shouldn't tell anyone. Okay, bro. So the way it would work is like we put them in the virus in these monkeys. Okay. And then we successively cause them to keep infecting each other. And we collect serial samples from them, and then the ones that are more infectious, like the virus, we'll put them in another monkey and you just constantly actively mutate it. That's one way. Or you can even do directed simulation, which we tend not to prefer. And then you just sample what the different proteins on the surface of the virus look like over time. Okay. So then you can see the mutation, and you can kind of force it to mutate in a certain way you want it. Okay. But you have to be very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't create something it goes everywhere. Something crazy. Suspect is the way that the virus started in Wuhan. To be honest, it makes no sense that this virus popped out of nowhere. Yeah, I know. COVID virus. Donc, vous voyez, comme je suis en train de vous dire, il confirme, il dit moi, je suis sûr et certain que ça vient du laboratoire de Wuhan, ça vient pas de n'importe où. Et il dit, c'est ça. Il va quand même dans les détails sur comment exactement ils peuvent faire ça. Bon, on prend plein de singes, puis on les fait tous s'infecter entre eux pour faire muter le virus peu à peu. Et à chaque fois, on crée un nouveau remède. Donc, quoi d'assez étrange. Mais ce qui est quand même assez aussi impressionnant, c'est. Impressionnant, plutôt marrant, je vous dirais, parce que suite à cette vidéo-là, qui va plus comme. Ça, c'est la personne qui était undercover, qui était. Qui avec une caméra cachée. Mais on voit la vidéo aussi quand le journaliste responsable de Project Veritas, je pense que c'est O'Keefe son nom, quelque chose de style. Il rentre un petit peu comme dans To Catch a Predator. À un moment donné, il décide c'est le temps, je vais rentrer pour lui dévoiler qu'au bout du compte, il a été piégé. Et là, le gars, il le dégénère complètement. Là. Vraiment, là, tu le vois, la panique dans son regard. Là, il veut appeler la police. Là, en même temps, il dit qu'il est pas bien. Mais là, en même temps, il veut les faire arrêter. Fait que là, il barre les portes. Donc, il dit qu'il se sent pas bien, il se sent pas en sécurité avec eux, mais en même temps, il s'embarre avec eux. Donc, il y a une grosse confusion qui se crée, mais tu vois au bout du compte que le gars est complètement paniqué. Et son argument, c'est de dire, j'étais dans une date, c'est ça qu'on fait dans des dates. On ment à la personne qu'on est en train de flirter avec elle. On lui ment pour essayer de se rendre impressionnant. Donc, il disait, j'ai menti sur tout, au bout du compte, sur tout ce qu'il faisait chez Pfizer. Donc, il y a des poids là-dedans. Est-ce que de faire de toi une espèce de psychopathe qui travaille chez Pfizer et qui fait muter un virus qui a stoppé la Terre entière pendant comme 3 ans, c'est ta définition de te vanter ou de te remonter? C'est quoi, tu veux apparaître comme un psychopathe? Ça fait aucun sens. Bon, en tout cas, on va aller voir... On va aller voir vite, justement, cette espèce de crise-là qu'il y a eu. Là. Donc, on voit le moment où il se fait, justement, interpeller là, à ce moment. Hey there. Is this seat taken? You work for Pfizer. My question for you is, why does Pfizer want to hide from the public
the fact that they're mutating the COVID viruses. Is this real life? I'm literally a liar. I was trying to impress a person on a date. Il dit, je suis littéralement un menteur. Please don't touch me. Well, this is not. By the way, Why are you doing don't this? tell anybody. Someone who's just working at a company to literally help the public. You up. You really did. Please bring the cops as soon as possible. I'm really very unsafe. Donc, vous voyez, le gars, il dit, mais je suis littéralement un menteur. Genre, j'étais en date, puis je voulais juste impressionner ma date. C'est ça son argument. Je suis un menteur. Là, après, il dit, you fucked up, hein. Tu sais, vous avez complètement chié ça, là. C'est comme pour essayer de renverser, c'est vous qui êtes dans le trou. Mais au bout du compte, il sait très bien, on voit sa panique. Et là, il se met à se promener partout, derrière les comptoirs du restaurant. Et là, la propriétaire du resto est comme là. C'est parce que là, à un moment donné, c'est mon resto, là. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Can you please unlock your door? No, don't let them leave. Please unlock the door. Give me why is going Give on us our here? stuff. Et éventuellement, il va se mettre. Please unlock the door. Please unlock the door. Unlock the door. The door. We're trying to get. Unlock the door. Unlock the door. Et là, c'est ça, à un moment donné, il essaye carrément de détruire le iPad, évidemment. Je veux dire, c'est quand même une grosse équipe, donc ils ont du footage. C'est sûr que le footage est à quelque part, ils l'ont pas perdu, mais le gars, tu le vois, ça panique. Là. C'est comme s'il sait, OK, là, ma carrière est finie, Pfizer vont sûrement me renvoyer. En plus, je viens de révéler un scandale. Donc là, ben, tu sais, c'est ça. On peut se demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment il mentait puis il faisait juste essayer de se péter les bretelles puis de dire, moi, je suis un big shot, je contrôle tout ce qui se passe, dans le fond, tout ce qui s'est passé dernièrement sur Terre? Tu sais, je présume que ça va être la défense de Pfizer, va falloir voir, mais ça reste assez incroyable. Et en plus, après, quand ça se termine, on le voit, il essaie d'arrêter des voitures sur le chemin parce qu'il croit que c'est les voitures des journalistes qui s'en vont. Et là, il essaie de... Vous voyez, il est complètement débile. Là. Stand right there. No. Et là, il veut les faire arrêter. He's charging the guy, charging. You can't make an arrest at this point if you don't have the victim right here. Okay. 'Cause if he was here, you'd arrest that guy? If he was here, yes. Oh, then Donc là, la police, justement, affirme, a dit on peut pas l'arrêter si l'autre, le journaliste en tant que tel, est pas là. Puis là, il demande, ben, est-ce que s'il était là, est-ce que vous l'arrêteriez? Il dit, oui, c'est sûr. Parce que clairement, ils ont plein de vidéos qui démontrent que ils essayent de briser leur iPad, ils essayent de... Donc, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau se sentir pas en sécurité. Et il va même, à un moment donné, jusqu'à affirmer, attends un peu, faut qu'on aille voir ça. Il va jusqu'à affirmer que c'est parce que c'est des personnes blanches. Il dit, il y a un groupe de blancs ici, un groupe de, de personnes blanches et je me sens pas en sécurité. Why would you bring race into this? Donc, on voit à quel point c'est devenu... On vit vraiment une époque de débile. Quand c'est rendu qu'il y a des situations comme ça qui n'ont aucun rapport avec ça, direct qu'on voit les termes white, les termes blancs. Hein. C'est toujours une question de c'est des white person. Fait que, par notre seule présence en tant que personne blanche, c'est rendu qu'on est une menace. Donc, on voit le racisme de notre époque. Hein. Mais en tout cas, bon, tout ça pour dire, quand même une grosse situation. On va voir comment ça va se dérouler, mais de quoi d'assez compromettant et qui, encore une fois, semble prouver ce que les complotistes disaient depuis quelque temps. Maintenant, la clause non-obstant. Donc, comme je disais, hein, on a parlé beaucoup dans les derniers temps. Il y a eu des petites prises de bec entre Trudeau et Legault sur le sujet. Donc, juste pour faire une histoire courte, hein, la clause non-obstant, au bout du compte, a été inclue dans la Constitution lors du rapatriement en 82. Parce qu'au bout du compte, avant le rapatriement, les provinces avaient beaucoup plus de pouvoir. Littéralement, on avait un droit de veto. Donc, le Québec, les provinces avaient des droits de veto sur Ottawa. Et Québec en avait une. Et ça a d'ailleurs été un des principaux points d'achoppement pendant la négociation constitutionnelle à cette occasion. René Lévesque qui voulait absolument pas se départir de son droit de veto. Et donc la clause non-obstant est un petit peu le bonbon qu'on s'est fait donner juste pour essayer de nous calmer à ce sujet-là. Je parle pas juste du Québec, hein, je parle toutes les autres provinces aussi voulaient préserver dans le fond une manière de tout de même avoir une certaine forme d'autonomie législative par rapport à Ottawa. Et donc, la clause non-obstant permet de
de sortir en quelque sorte de la Constitution, en fait de ne pas être soumis à la Constitution dans le cas de certaines lois très précises relatives aux provinces. Donc, c'est sûr que dans le cas du Québec, ça fait en sorte que évidemment, les sujets sur l'identité, qu'on prenne l'immigration, qu'on prenne la langue, c'est tous des sujets qui font en sorte que le Québec souvent se prévaloir de la clause non-obstant pour faire passer ce genre de loi-là qui ne passerait peut-être pas le test légal là, face aux cours suprêmes en considération des chartes canadiennes des droits et libertés, etc. Et donc, bon, à l'époque, des gens comme Jean Chrétien disaient c'est très très rare qu'on utilise la clause non-obstant. En général, le consensus était que la clause non-obstant allait jamais vraiment être utilisée dans des cas très controversés, que c'est le genre de loi qui serait passée, qui serait unanime dans la population. Et donc, ça fait en sorte qu'on considérait que c'était des garanties assez légitimes pour éviter des débordements qui feraient en sorte qu'admettons des gouvernements se mettraient à voter des lois complètement contre les droits et libertés du jour au lendemain. Et bon, ça fait en sorte que, comme je dis, c'est sur les sujets, disons, sur l'immigration, langue française, etc. Et donc, ça fait en sorte que là, évidemment, on a utilisé la clause non-obstant pour la loi 21 et la loi 96. Donc, la loi 21 sur la laïcité de l'État et la loi 96 sur une nouvelle mouture de la loi sur la langue française au Québec. Et là, il y a ce gros combat-là et évidemment, des gens comme les libéraux de Trudeau, qu'on sait très bien qu'ils sont ultra multiculturalistes, ultra opposés à toute position un tant soit peu plus identitaire au Québec, évidemment, sont opposés et l'affirment depuis assez longtemps qu'ils veulent porter cette loi-là jusqu'en Cour suprême. Donc, la Cour suprême du Québec a affirmé qu'elle ne pouvait pas vraiment modifier tant que ça, ces lois-là. Je pense qu'il y a peut-être quelques petits détails qui ont été modifiés, mais c'est pour ça que ça va aller en appel et probablement jusqu'à la Cour supérieure. Et Trudeau, lui, a très franchement mis son camp et a choisi son camp, je veux dire, et a carrément attaqué ces lois-là en disant que c'était des lois qui étaient contre les droits et libertés et que c'était un abus en quelque sorte de la clause non-obstant, ce qui a fait en sorte que là, Trudeau a répliqué, on va aller voir vite, mais il a écrit un long message sur ses médias sociaux. Justin Trudeau a déclaré dans une entrevue qu'il veut changer les règles du jeu pour affaiblir les pouvoirs des provinces du Québec. Donc on voit que c'est ça, c'est vraiment un enjeu considérable parce qu'on parle vraiment, comme je dis, qu'on avait plus de pouvoir avant 82 au sein de la Fédération. On avait un droit de veto. Tandis que là, on a la clause non-obstant, c'est un petit peu comme des restants du pouvoir qu'on avait. Et là, Trudeau va encore plus loin et il va critiquer le Québec. Et c'est ça. Fait que là, Legault a critiqué, il a dit en voulant affaiblir les capacités de l'Assemblée nationale du Québec, Justin Trudeau veut s'attaquer à la démocratie, au peuple québécois, etc. Et donc, c'est une des rares fois où Trudeau, où Legault, allait assez rough contre Trudeau là, dans cette situation-là. Et probablement a raison. Il y a certaines personnes qui vont dire, il y a aussi Rob Ford là, en Ontario qui avait essayé d'utiliser la clause non-obstant dans un espèce de cas là, de grève ou de cas difficile, un cas de trucs syndicaux, de grève qui voulaient faire annuler la grève et il avait fallu qu'il recule parce que justement dans son cas à lui, il n'y avait clairement pas d'unanimité en Ontario, donc il a reculé. Donc, tu vois que le discours de Justin Trudeau, même si Rob Ford a essayé d'utiliser la clause non-obstant récemment, ça ne s'adressait pas vraiment à lui. C'est ce qui a fait dire à beaucoup de commentateurs, et même chez nous, chez Québec Nouvelle, Anthony Tremblay a écrit un article sur le sujet, c'est ce qui nous a fait dire qu'au bout du compte, Justin Trudeau ne s'attaque pas juste au principe de la clause non-obstant, il s'attaque littéralement aux positions du Québec sur le sujet et sur les sujets de la langue et disons, de la gestion de la diversité ou de la religion dans les sphères de l'État. Et bon, là, ça donne lieu à plein de sortes d'analyses par rapport au fait qu'il y en a certains qui disent, ils se dirigent probablement vers des élections et tout ça, il y a un jeu électoral là-dedans. Parce qu'on le sait que là, le Québec, dans le fond, le Québec est pas mal du côté du Bloc. Mais en même temps, si tu agites les sujets identitaires au Québec, là, tu consolides le Bloc, le Bloc peut nuire au Parti conservateur. Il y en a d'autres d'un autre côté qui disent, au bout du compte, la majorité des électeurs du Bloc, quand tu regardes vraiment, c'est pour qui aurait voté. Sinon, la majorité voulait que ce soit les libéraux. Fait qu'au bout du compte, c'est pas nécessairement contre les conservateurs. Le Bloc ne nuit pas nécessairement aux conservateurs autant qu'il nuit aux libéraux. Bon, on se retrouve un petit peu tout le temps dans cette situation-là au Québec où, vu qu'on veut tout le temps voter différemment que le reste du Canada, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec un jeu politique assez compliqué. Mais dans tous les cas, c'est sûr que ça vient poser
poser des questions sur la capacité de Legault à vraiment confronter véritablement la fédération. On le sait, il veut parler d'autonomie, il a voulu se montrer tough à l'égard d'Ottawa, mais au bout du compte, on voit que peut-être qu'il n'est pas vraiment capable de fournir autant qu'il voudrait. Mais bon, maintenant, pour ce qui est des chars d'assaut qu'on envoie à l'Ukraine. Donc, juste revenir un tout petit peu là-dessus, parce que c'est pas juste le Canada qui envoie les chars d'assaut. Et, il y a l'Allemagne, il y a plein de pays en Europe aussi, et particulièrement l'Allemagne était très réticente à les envoyer. Et a même dit, nous, on n'en envoie pas si les États-Unis n'envoient pas des chars Abrams. Donc, les chars Léopard qui sont considérés comme les chars les plus avancés là, de nos jours. Donc, vraiment, les Allemands qui sont restés fidèles à leur expertise. Les chars d'assaut allemands, les chars Léopard sont dans les plus avancés. Les chars Abrams, c'est les chars lourds américains. Donc, là aussi, quand même assez avancé, quoique plus vieux. Mais dans tous les cas, il y a toujours, dans des conflits interposés comme ça, il y a toujours faut toujours prendre en considération que, tu sais, on a beau, oui, on soutient l'Ukraine depuis au moins 1 an et on leur envoie là, tout ce qu'on peut. Là. On leur envoie même envoyé là, un bouclier antimissile que nous-mêmes, l'armée canadienne, on n'a pas. Là. Donc, vraiment, on la soutient pratiquement comme si c'était notre propre armée. Donc là, justement, c'est là où ça commence à être un petit peu problématique, c'est que dans ce genre de situation-là, si tu envoies ton matériel de pointe et qu'il se fait capturer par l'ennemi, en l'occurrence la Russie, mais là, c'est comme si tu donnais à la Russie tout ton matériel de pointe, tu donnais, dans le fond, tes plans, tu donnais comment tu as développé tes armes. Tu sais, c'est ce que tu essaies d'éviter. Surtout, tu sais, dans le cas d'un conflit frontalier entre l'Ukraine et la Russie, c'est bien beau leur envoyer que ce soit des mitraillettes, des munitions ou des lance-roquettes. Mais quand tu es rendu à envoyer, admettons, tes avions, tes chars d'assaut, ben là, ça devient beaucoup plus difficile de protéger, dans le fond, ton intégrité, ta sécurité, dans le fond, technologique en termes militaires. Et en plus, ben, ça vient rapprocher de plus en plus, dans le fond, ça devient difficile de faire comme si c'était pas toi qui se bat, c'est juste l'Ukraine. C'est comme si là, on franchit une étape de plus. Là. On envoie nos chars d'assaut. C'est comme si on envoie le signe. Ben là, tu sais, la prochaine étape, c'est quoi? On envoie nos propres soldats. Parce que c'est ça le problème, là, c'est que là, ça commence à être une escalade. Là. Donc, évidemment, ben oui, on veut soutenir l'Ukraine, et là, la Russie est reconnue d'ailleurs pour avoir beaucoup la plus grande quantité de chars d'assaut partout sur Terre. Là. Je sais pas combien ils en ont perdu pendant la guerre. Mais l'Ukraine dit il nous faut des chars d'assaut. Mais là, nous, on était réticents. On était là, ouais, c'est parce que c'est des chars d'assaut, ça nous a coûté cher à développer. Puis là, c'est comme si on donnait notre technologie comme ça aux Russes. Puis en plus, ça envoie le signal que c'est ça. On est rendu sur le terrain à se battre avec des chars d'assaut. Par procuration, vous me direz, mais vu qu'on envoie autant de choses, c'est comme si c'est nous-mêmes qui se battent contre la Russie. Et là, on a peur que ce soit une escalade supplémentaire. Et les Américains ont cédé eux aussi, ils vont envoyer des chars Abrams. Fait que là, c'est comme si là, on est en train de modifier le front. Et ça ne sera pas juste comme des Ukrainiens qui se battent contre des Russes. Ça va être des Ukrainiens avec des chars occidentaux qui se battent contre des chars russes. Vous voyez un petit peu l'escalade où ça peut mener. C'est que là, ça crée une situation où c'est comme si... comme je disais, c'est comme la prochaine étape, c'est d'envoyer nous-mêmes nos soldats ou non de se battre à coups de missiles. C'est quoi, on va-tu leur envoyer des missiles Patriot pour régler leur situation? Ça commence à aller un peu trop loin. D'autant plus qu'on entend des fois du monde dire là, la folie pro-Ukraine est rendue quand même assez loin. On entend des gens dire ouais, quand ils vont avoir repris l'Ukraine, on va continuer en Russie. Donc, tu sais, les craintes nucléaires, moi, j'y crois pas. Les craintes nucléaires par rapport à ça, il n'y a aucun avantage, même si c'est pour... Je veux dire, pourquoi la Russie déclencherait une guerre nucléaire qui mène à la destruction de la Russie et probablement du monde en entier pour l'Ukraine? Tu conquéris l'Ukraine, mais tu détruis la Russie puis le monde en... Ça fait... Les bombes nucléaires ne sont pas faites pour être utilisées. C'est ça le point. Les bombes nucléaires, c'est fait de manière défensive. Mais c'est justement ça le point. Si là, tu crées une situation où l'Ukraine l'emporte tellement fort sur la Russie qu'elle se bombe le torse, elle se dit on va aller jusqu'à Moscou, là, on commence à avoir un problème. Là. Parce que là, s'ils traversent la frontière russe, là, il y a des chances que la Russie utilise des bombes nucléaires. C'est la seule situation que je verrais que la Russie pourrait utiliser une bombe nucléaire, c'est si l'Ukraine continue sur son territoire, continue sur le territoire russe. Même là, j'ai de la misère à croire que ça se produirait, mais
c'est ça. Tout ça pour dire que le fait d'envoyer des chars, là, c'est comme si c'est une escalade. Puis, tu sais, à partir d'un certain moment, là, il va falloir qu'on prenne du recul par rapport aux situations internationales. Tu sais, on avait la guerre au terrorisme. Là, durant des décennies, là, on a continué à être enlisé au Moyen-Orient, un peu partout. Là, du moment qu'on en ressort, là, c'est rendu qu'on est enlisé en Ukraine. Personnellement, je crois que la partition et la voie de la négociation commencera à être pas mal la meilleure solution. Là. Parce que je ne comprends pas cette espèce de folie du jusqu'au boutisme là, dans cette situation-là. Si l'Ukraine n'est pas capable de se protéger contre la Russie dans les mois à venir, parce que là, en plus, c'était l'hiver, hein, ça s'est calmé un petit peu le front, là, mais ça va recommencer là, dans les prochains mois. Là. La Russie va recommencer ses assauts. Donc, est-ce qu'on veut vraiment là, se mettre à envoyer des milliards et des milliards et des milliards pour protéger un des pays les plus corrompus sur Terre? Il va falloir qu'on commence à se poser la question jusqu'à quel point on veut être impliqué dans un conflit qui ne nous concerne pas. Vous me direz, oui, ça concerne l'Europe, c'est sur les limites, c'est en Europe en fait. J'allais dire les limites de l'Europe, mais c'est carrément en Europe. Mais ça reste que je vois pas en quoi ça modifierait fondamentalement la géopolitique européenne si la Russie posséderait le Donbass, la Crimée, puis quelques territoires autour de Donetsk ou de Luhansk. Ça modifierait rien. D'un point de vue historique, ça serait beaucoup plus un retour à l'équilibre normal que vraiment un débalancement complet. Donc c'est vraiment cette espèce de volonté de l'Union européenne ou otaniste un petit peu là, d'expansion qui fait en sorte qu'on voit ça plus gros que c'est vraiment. Et comme je le dis tout le temps, mon cœur est avec les populations civiles d'Ukraine. Clairement, je veux dire, je suis pas pour cette guerre-là, je suis pas pro-Poutine, pro-russe ou quoi que ce soit. C'est juste une question de... Ça nous concerne pas assez, à mon avis, et pour vraiment s'impliquer à ce point-là. Bon, mais en tout cas, ça a l'air qu'on envoie nos chars d'assaut, on envoie du matériel qu'on s'offre même pas à nous-mêmes. Donc, au bout du compte, on est pratiquement rendu en guerre. Là. On est pratiquement rendu en guerre contre la Russie. Là. À ce stade-là, comme je dis, il manque juste qu'on envoie des troupes sur le terrain. D'ailleurs, il doit avoir, en ce moment, je présume, des troupes sous couverture, là, mais je veux dire des formateurs, etc., pour former les bataillons ukrainiens, là, je présume occidentaux, mais en tout cas, tout ça pour dire que je trouve qu'on commence à se saucer un petit peu trop dedans, et c'était les réticences qu'il y avait dans les derniers temps. Et, c'est ça. Mais finalement, l'establishment occidental a l'air très déterminé à mener cette guerre-là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Là. C'est du jusqu'au boutisme, là, c'est quasiment rendu une guerre totale. Donc, très, très inquiétant. Très inquiétant. Donc, maintenant... Électrification des transports. Bon, ben comme je vous disais, hein, c'est juste un petit clin d'œil parce que ça fait des mois que je vous en parle. Ça fait des mois que je vous en parle, que je vous dis, écoutez, là, on vit une situation où on le sait qu'en 2027, ça va être la fin des surplus d'Hydro-Québec. Donc, on risque d'avoir peut-être des pénuries hein, d'électricité. Et en même temps, on nous dit il faut transitionner l'économie en entier, transitionner tous les transports, tout dans l'économie, les transports, chauffage, tout. Vers l'hydroélectricité. Et ça crée une situation où là, on sent une certaine panique. Hein. Legault, il a mis en place Fitzgibbon pour être un super ministre de l'énergie et du développement, etc. On sent une certaine panique. Ils savent qu'ils vont manquer d'électricité, qu'il faut construire des barrages, etc. Mais ils tiennent mordicus à leur transition énergétique. Et ça fait en sorte que, c'est ça, nous, on le dit chez Québec Nouvelle depuis un bon moment, on dit, c'est sûr qu'en bannissant les hydrocarbures, en bannissant le gaz naturel qui pourrait contribuer à baisser les émissions, considérant que c'est dans les hydrocarbures les moins polluants et qu'il y a beaucoup de place dans le monde, même en Europe, qui consomment du charbon, mais que s'ils consommaient du gaz naturel, ça baisserait les émissions mondiales. Donc, de manière objective, le gaz naturel baisserait les émissions mondiales. Mais on a tout banni ça et on veut tout transitionner vers l'hydroélectricité. Et là, c'est ça. Il y a une étude qui a été sortie, comme quoi, que ça a été relayé par Hydro-Québec, comme quoi, dans le fond, Hydro-Québec serait pas capable de... en fait, que il y aurait des problèmes, dans le fond, d'approvisionnement d'hydroélectricité si on va trop vite dans la transition énergétique des voitures. Donc, vous voyez, puissance d'Hydro-Québec menacée par le poids des véhicules électriques. Une nouvelle étude anticipe ce qui se passera quand toutes les voitures du Québec seront électriques. Donc, on va aller voir vite, mais c'est essentiellement, comme je dis, je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que c'est essentiellement ce que je vous disais. La transition arrive et il va falloir des changements, sinon on n'y arrivera pas. C'est essentiellement ce qu'on dit. Clairement, on ne peut pas continuer dans l'état actuel parce que le système électrique ne sera pas capable d'endurer le changement.
Donc, la puissance d'Hydro-Québec est actuellement de 37 gigawatts. Certaines journées très froides, le réseau est au maximum de sa capacité. Or, l'étude conclut que dans un hiver standard, on aurait besoin de 3,65 gigawatts au minimum avec le parc de voitures actuel électrifié. Donc, il pourrait donc manquer au moins 10% de puissance pour les véhicules électriques, pour que les véhicules électriques puissent se recharger. Donc, vous irez voir l'étude. Comme je vous disais, ils disent même que c'est des calculs prudents. Ils disent l'auteur de l'étude est resté très prudent dans ses calculs. Il n'a inclus que les véhicules de promenade et pas les autres véhicules. On s'entend là. Il n'a pas inclus les camions. Il n'y a rien inclus de ça. Et aussi considérer que les gens rechargeraient leur voiture à des moments différents. Ce qui, on le sait, est complètement irréaliste. Là. Donc, lui, il a mis ça en place comme si tout le monde... Bon, il y avait une personne qui recharge leur voiture à midi, un autre à 8 h du matin, un autre à 11 h. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au bout du compte, comme ils disent, la majorité du monde vont le faire à l'heure de pointe du soir en rentrant du travail. Tu reviens du travail, tu poses ton auto, ta plug et ça finit là. Tu t'en vas faire ton souper et tu vas te coucher. Donc, il y a beaucoup de chances que c'est dans ces moments de pointe-là que peut-être que le réseau va être surchargé, on ne sera pas capable de fournir. Donc, vous irez voir, comme je voulais juste me flatter un peu, mais c'est parce que ça fait des mois qu'on le dit et tout le monde sont un petit peu incrédules. Hein. Au Québec, on est tellement assuré d'être complètement indépendant et sécuritaire d'un point de vue énergétique. Mais écoutez, gang, d'un point de vue énergétique, oui, 94% de notre électricité vient d'Hydro-Québec. Oui, je suis d'accord. Mais d'un point de vue, notre portrait énergétique global, là, l'hydroélectricité québécoise représente 31% de notre consommation énergétique. 55%, c'est des hydrocarbures, c'est du gaz, c'est du pétrole. Et ce 55%-là vient d'ailleurs. On l'importe tout parce qu'on a interdit l'exploitation ici. Et donc, ça m'a fait écrire aussi un autre article cette semaine, vous irez voir, où il y a une autre étude qui a été sortie qui parle dans le fond, de la dépendance du Québec à l'Alberta. Donc, on parle souvent qu'on est dépendant de la péréquation. Mais ce qu'on réalise, c'est que d'un point de vue commercial et d'un point de vue énergétique, on est encore plus dépendant parce qu'au bout du compte, si on ne veut pas exploiter nous-mêmes notre gaz naturel et notre pétrole, on l'importe d'ailleurs. Et de l'Alberta, ça se chiffre en milliards ce que ça contribue à l'économie. Donc c'est ça. La posture verte du Québec renforce sa dépendance à l'Ouest canadien. Donc, ça, j'en parle ici. Donc, on y apprend que malgré que le Québec ne produise pas d'hydrocarbures lui-même, il est la deuxième province qui en nécessite le plus, à 20% de la demande canadienne, ce qui est logique. Bon, on représente 23% de la population canadienne. Mais les installations sur son territoire représentent 20 145 emplois, on va se le dire, à salaire élevé. Et la ressource contribue à ajouter plus de 1,9 milliard de dollars au PIB nominal, sans compter les externalités positives. Donc, dans le fond, une contribution indirecte au PIB à hauteur de 3,7 milliards. Maintenant, si on parle d'un point de vue commercial, l'Alberta est notre troisième marché. Donc, au bout du compte, 10% de nos exportations s'en vont en Alberta et ça représente à peu près 10 milliards de dollars. Donc, tout ça pour dire que, tu sais, le Québec, on agit souvent un petit peu comme des ingrats. On agit souvent comme si on était complètement indépendant à tous les niveaux, mais au bout du compte, on est très dépendant de sources d'énergie extérieures et aussi d'un point de vue commercial. Hein, on est dépendant des États-Unis beaucoup, mais comme je le démontre ici, de l'Alberta aussi. Et donc, il faut prendre ça en considération. Le Québec est fier là, et se pète les bretelles et essaye le plus possible d'être le plus autonome possible du Canada anglais. Même s'ils ne sont pas souverainistes, la majorité des gens préfèrent que le Québec gère ses affaires lui-même. Eh bien, la sécurité énergétique, c'est une des premières clés pour ça. À partir du moment où tu es complètement indépendant d'un point de vue énergétique, ça te permet beaucoup plus d'avoir une marge de manœuvre dans tes politiques. Mais quand tu es complètement dépendant de marchés extérieurs comme ça, c'est beaucoup plus problématique. Donc, à la place de juste, pelleter par en avant, on est aussi bien de régler le problème, mais peut-être, peut-être que d'exploiter nos propres ressources, ce serait déjà un début pour commencer à se séparer du Canada anglais. Donc, c'est bien beau la péréquation, mais même libéré de la péréquation, on aurait quand même besoin d'énergie extérieure à hauteur de 55%, comme je disais. Donc, c'est à prendre en compte. Les Québécois doivent sortir de cette espèce d'ingratitude où ils sont sûrs d'être complètement autonomes. Ils doivent commencer à prendre en considération que, on est un peuple comme les autres, là, avec les mêmes problèmes que les autres, et ce genre de problème-là, ça ne doit pas rester irrésolu. Il faut apporter une solution à ça.
Et donc, vous irez voir ça. Et moi, je vous souhaite à la semaine prochaine.